Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, la réforme des retraites. Alors on n'en parle pas sous l'angle politique ou sous l'angle du dialogue social, mais on va en parler sur la manière dont les entreprises vont essayer de s'adapter aux nouvelles règles. Bah oui, ça va changer les choses évidemment. On en parle avec Arnaud Fourniol, il est associé directeur du département transformation RH chez Mercer France, il est notre invité. Smart Philo, le respect, qu'est-ce que ça veut dire le respect? Analyse d'un philosophe, Thibaut Brière, il est conseiller en management, il nous fera un point sur ce mot essentiel. Le cercle RH et un grand entretien avec Benoît Leblanc, le directeur général de Trigo, du groupe Trigo, qui est une pépite française. On parlera de l'industrie, mais pas seulement, vous le découvrirez dans quelques instants. Fenêtre sur l'emploi, les experts font-ils de bons managers? Ça, c'est un vrai beau sujet. Faire monter un expert pour le transformer en manager, ça ne marche pas toujours. On va en parler avec Clara Leparquier, elle est CEO de MTH Coaching. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Oh, que nous avons beaucoup parlé de ce sujet retraite. On va continuer à en parler d'ailleurs. On va en parler concrètement sur la manière dont les entreprises doivent et peuvent s'adapter aux nouvelles règles. On en parle avec Arnaud Fourniol. Bonjour. Arnaud. Vous êtes directeur département transformation RH chez Mercer France. Exactement. Vous êtes associé chez Mercer. D'abord, un mot au-delà des enjeux politiques, d'une loi qui se prépare, d'une proposition de loi. Qu'est-ce que vous disent vos clients lorsqu'ils vous parlent des retraites? Ils vous disent « Oh là là là, comment on va faire ?» Globalement, nos clients sont assez préoccupés par ce sujet parce que finalement, l'inclusion des seniors est pas très bonne dans notre pays. Hein. Le taux d'emploi est assez bas. Si on prend les chiffres, taux d'emploi des seniors entre 55 et 64 est de 56%, et il tombe à 30% entre 60 et 64. Il a un peu progressé quand même, ce taux d'emploi. Alors, il a un peu progressé, mais par rapport aux autres pays de l'Europe, on est en 16e position, donc c'est pas très bon. Donc nous, nos clients nous disent, mais finalement, il va falloir embrasser ce sujet, comme on a embrassé le sujet de la RSE. Sur le E, on fait beaucoup de choses sur le green, mais finalement sur le S, sur le côté sociétal, on a encore des choses à faire, et en particulier sur l'inclusion des seniors en entreprise. On a eu le CDI senior retoqué par le Conseil constitutionnel, qui était une proposition portée par les LR. Est-ce qu'il faut repenser les contrats? Est-ce qu'il faut... Quelle pédagogie vous apportez, vous, chez Mercer, à vos clients en leur disant, voilà, sur la table, on a toutes ces possibilités-là? Alors, le CDI senior, en fait, n'a pas été abandonné. Hein. Il a été retoqué, effectivement, par le Conseil constitutionnel. Il va probablement repasser dans la prochaine loi plein emploi ou un autre dispositif. Mais oui, effectivement, il faut s'atteler à plus de flexibilité dans les contrats pour pouvoir mieux intégrer, mieux recruter ces seniors. Donc il y a effectivement ce CDI senior, mais on peut très bien imaginer des contrats de transmission vis-à-vis des plus jeunes, des contrats beaucoup plus flexibles pour favoriser la mobilité horizontale dans les entreprises, qui est toujours un obstacle. Donc oui, il faut repenser ça. Quand même, il faut être pragmatique, les entreprises quand même souvent écrètent par le haut et se séparent par petites charrettes de leurs seniors parce qu'ils coûtent trop cher, parce qu'ils ne sont plus tout à fait formés, parce que les seniors ne veulent plus d'ailleurs forcément rester dans l'entreprise. Comment on réenclenche cette relation j'allais dire presque de confiance? Effectivement, en France, c'est un vrai sujet culturel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde du travail très inclusif. Donc, il y a un vrai travail à faire sur comment réintégrer finalement nos seniors, comment travailler sur l'employabilité. Donc, toute génération confondue, mais les seniors en particulier, c'est-à-dire comment pouvoir rebondir dans l'entreprise sur plusieurs parcours professionnels. On va travailler 43 ans, donc il faut savoir se réinventer à tout âge. Vous portez aussi, j'imagine que c'est un sujet de discussion que vous avez avec vos clients, l'enjeu retraite et emploi, parce que c'est un dispositif que je trouve assez incroyable, peu connu. On peut prendre et valider ses droits, et puis derrière réenchaîner. Effectivement. C'est incroyable. C'est ces dispositifs qui ont évolué, qui sont encore trop peu connus par les entreprises, mais il existe tout un panel de mesures pour faciliter la transition emploi-retraite. Je prends un exemple,
le temps partiel senior, Ouais. qui permet de transmettre finalement ses connaissances aux plus jeunes, de favoriser ce développement en contrepartie d'avantages fiscaux pour l'entreprise, comme le mécénat de compétences, par exemple, qui permet de s'intéresser finalement aux organismes d'intérêt général en contrepartie de compensation financière. Par exemple, il y a aussi le rachat de trimestre aussi, qui sont des mesures qui favorisent cette transition emploi-retraite. Vous parlez de l'employabilité, c'est un sujet important parce Oui. que c'est la manière dont on va accompagner ou continuer à former ces seniors. L'aménagement de contrats plus souple, d'agilité, est-ce que vous dites qu'il faut aller un peu plus loin? On a évoqué un quota, une politique de quota, puisque ça a été évoqué pendant le débat sur les retraites. Est-ce qu'on se dit, voilà, on va obliger les entreprises à avoir un quota, un nombre de seniors, et puis si elles ne le font pas, elles paieront? Alors, c'est toujours un peu compliqué de mettre en place des quotas, mais s'il faut en passer par là, moi je pense que c'est une bonne solution. On l'a vu sur le quota pour l'intégration des femmes en entreprise. Effectivement, on bouscule un petit peu les choses, mais ça permet d'inciter, d'être beaucoup plus incisif et d'intégrer un peu plus les anciens. Donc oui, l'index senior va dans ce sens-là. Il a été effectivement retoqué, mais il va revenir. Mais il permet de fournir un certain nombre d'indicateurs sur le recrutement, sur la formation des seniors. Et du coup, ça va être incitatif. Ça va permettre d'ouvrir des négociations avec les partenaires sociaux également. Et les branches. Et les branches. Et les branches. Et les entreprises vont effectivement aller dans ce sens-là. C'est à l'instar de ce qui se passe par exemple en Suède. En Suède, vous avez une espèce de label parce que vous êtes bon élève en termes de recrutement des seniors. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Donc vous dites que c'est aussi inclus dans une politique RSE pour des grandes entreprises sur lesquelles les marchés, les investisseurs diraient moi je trouve que c'est une très bonne entreprise parce que non seulement elle inclut égalité homme-femme, mais en plus elle met le focus sur les seniors. On est effectivement, on est sur le S, on est sur le sociétal de RSE. Et les entreprises travaillent beaucoup sur la RSE, sur la politique de diversité, d'inclusion et d'équité, dans le cadre finalement de la rétention des talents et dans l'attraction des talents. C'est vraiment, on est dans une guerre des talents aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Donc tous les moyens, tous les leviers sont bons pour finalement travailler là-dessus. Mes clients me disent beaucoup, mais finalement, il faut repenser cette promesse vis-à-vis des employés et utiliser des leviers. Évidemment, il y a la rémunération, mais il y a aussi la flexibilité, il y a aussi le bien-être au travail. Tous ces leviers qui permettent d'être plus inclusifs vis-à-vis des seniors, qui permettent de les attirer, de les retenir. Et ça va dans le bon sens. Au risque même d'ailleurs de disrupter le contrat de travail, parce qu'on a évoqué le CDI senior, mais il y a beaucoup de seniors qui disent, moi je veux bien repartir dans l'entreprise, mais je vais être plus dans un rôle de consultant, je vais monter ma boîte, je ferai plus d'émissions à courte durée. Est-ce que c'est un peu ça l'évolution? Est-ce que les DRH ont conscience de cela? Oui, c'est l'évolution. C'est ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. À peu près 40% du marché qui sont des freelances. Et aujourd'hui, je le vois même dans le conseil, on fait appel à des freelances pour compléter les équipes. Donc je pense que le monde du travail va se transformer. Et demain, effectivement, on va avoir un mix de salariés et d'indépendants. Ce qui veut dire que les contrats doivent être plus flexibles et on doit pouvoir aménager pour faire coexister en fait ces deux sujets-là. Avec ce dispositif, je leur dis, peu connu quand même, de pouvoir cumuler et de valider sa retraite, donc de toucher sa retraite. Exactement. Laisser passer un petit délai, je crois que parce que c'est un enjeu lié à l'URSSAF, me semble-t-il, et de pouvoir enclencher comme consultant ou comme salarié. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez prendre votre retraite anticipée et vous pouvez toucher une partie effectivement de cette retraite tout en travaillant. Donc ça commence à se flexibiliser. Il faut aller plus loin pour que le marché du travail, interne-externe, soit complètement flexible. Oui, il faut préciser quand même que quand on continue à travailler après avoir validé ses points retraite et qu'on touche sa retraite, on cotise à perte, il faut le préciser. Non, mais il faut quand même le dire. Oui. On ne donne pas en plus et on n'augmente pas son niveau de retraite en travaillant après, ce qui est peut-être un petit sujet. Un mot, les DRH sont sensibilisés au sujet, vous les sentez aujourd'hui, ils ont pris conscience des enjeux de cette réforme, pour conclure? Aujourd'hui, je trouve, si vous voulez, qu'on ne va pas assez loin. Les DRH vont pas assez loin. Alors, les DRH sont sur tous les fronts. Ils sont sur les fronts de la transformation de l'entreprise, parce qu'ils ont un rôle un peu de chef d'orchestre. Ils sont sur la transformation de leurs fonctions à eux. Ils sont les problèmes de rétention, d'attraction. Et le sujet des seniors, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Donc, on n'en fait pas suffisamment. Mais bon, le sujet vient sur la table aujourd'hui.
Merci Arnaud Fourniol d'être venu nous rendre visite. Vous êtes associé chez Mercer France, en charge justement de cette transfo et de l'accompagnement des DRH sur ce sujet en particulier et sur d'autres évidemment des seniors. Merci de nous avoir rendu visite. La suite de notre programme, la philo. Bah oui, la philo c'est important et le respect, bien sûr que c'est important. Sujet essentiel dans l'entreprise. On en parle avec Thibaut Brière qui va me rejoindre juste après le jingle. Smart philo, on parle du respect, un mot partagé et qu'on connaît tous, avec un vrai sujet en entreprise, le respect. Thibaut Brière est avec nous, bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud. Philosophe, conseiller en management, Toxic Management, votre dernier livre chez Robert Laffont. D'abord, basiquement, pourquoi avoir choisi de parler et de décortiquer ce mot respect ? J'ai été interpellé lorsque la semaine dernière, le président de la République a parlé de processus de décivilisation. Et je me suis demandé par quoi ça pouvait se traduire dans les entreprises, dans ces sociétés particulières que sont les sociétés commerciales. Et de fait, on observe des comportements de plus en plus parfois violents, un comportement de plus en plus dur en entreprise. Donc irrespectueux. Donc irrespectueux, exactement, pour une part. Et dans quelle mesure, que pouvons-nous faire justement pour renforcer cette civilité du quotidien en entreprise? Comment ça se traduit dans nos organisations? On va parler de la définition de ce mot respect dans son étymologie, mais on voit bien dans ce que vous nous dites qu'il y a une forme de porosité entre la société et l'entreprise, la société. On est d'accord? Oui, l'entreprise n'est pas, comme dirait Spinoza, un empire dans un empire. Elle est, elle aussi, elle transpire la société avec un S majuscule partout, et elle n'en est qu'un microcosme. Elle en reflète l'évolution. Qu'est-ce que le respect, Thibaut, alors, vu sous l'angle d'un philosophe et de son étymologie? Le respect, étymologiquement, c'est le fait, c'est l'action de se retourner pour regarder derrière soi. C'est ce que nous faisons quotidiennement lorsque, par exemple, nous tenons la porte à quelqu'un qui est derrière nous. On lui tient la porte, on regarde, on fait attention. Donc c'est un égard vis-à-vis d'autrui. Et notamment un égard, lorsque l'on peut élargir le thème, pas simplement au sens physique de regarder physiquement derrière soi, mais c'est avoir de la considération pour l'altérité, c'est-à-dire pour la différence. L'autre, il est différent, éventuellement dans mon entreprise, il peut prendre des initiatives que moi-même je ne prendrai pas, eh bien je dois respecter son champ d'autonomie, sa responsabilité, parce qu'il est lui aussi une liberté. Et pour Kant, puisque Kant a approfondi ce sujet, ça représente quoi? Alors Kant nous dit que le respect que l'on doit à autrui ne résulte ni de la crainte que l'on doit avoir pour lui, ni de l'admiration. Il est comme entre les deux, équidistant exactement, et il résulte en fait d'une obligation de la raison. C'est le seul sentiment naturellement produit, dit Kant, par la raison. C'est-à-dire que ce que je vais respecter en l'autre, ce n'est pas le fait que j'ai des affinités particulières avec lui. Ou que hiérarchiquement, il soit au-dessus de moi. Ou que hiérarchiquement, oui. Et que je puisse le craindre pour une part. C'est le fait qu'en lui, je respecte l'idée d'humanité. Et donc la dignité intrinsèque qui est la sienne. C'est fondamental ce que vous nous dites, parce qu'en entreprise, la relation de respect passe quand même par le contrat et par la hiérarchie. Oui, donc effectivement, c'est ce qui vient, en fait, animer normalement de l'intérieur les individus. Et donc ça, c'est la société, effectivement, qui est censée mettre ça dans le cœur de l'homme. C'est l'éducation, c'est tout un processus d'éducation. Et c'est le lien de subordination. On est subordonné, dès lors qu'on signe un contrat, on est tenu par un lien de subordination. On est fonctionnellement subordonné à quelqu'un. Obligation de respect juridique. Et obligation de respect juridique dans les deux sens. Et dans du les supérieur, deux sens. Justement, également à l'égard du subordonné. Question philo fondamentale, faut-il tout respecter ? Parce qu'on avance un peu, on en a fait la définition, vue par Kant aussi. Est-ce qu'il faut tout respecter? Alors, pris en son sens, non. Moi, je dirais non, naturellement. Ça, c'est un point de vue. Non. Enfin, je crois que ce n'est pas qu'un point de vue. On ne peut pas tout respecter, on ne doit pas tout respecter, parce que tout respecter, mettre tout sur un plan d'égalité, ça, c'est la définition de la décivilisation, c'est-à-dire de la barbarie. Ne pas hiérarchiser justement entre Mao et Bouddha, entre Jésus et Hitler, à un moment il faut bien hiérarchiser. Et on ne peut pas respecter également toute pratique. Il y a des pratiques
objectivement nocives, nuisibles, et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, le principe même de la civilisation, ça consiste à pouvoir hiérarchiser, à distinguer un bien d'un mal, un juste d'un injuste. Et donc, on ne peut pas tout mettre sur le même plan, c'est fondamental. Et pris en son sens absolu, le respect n'est dû qu'à un humain. On ne respecte pas, si je puis dire, du matériel, ou alors en un sens uniquement relatif. Vous nous amenez sur le respect de la personne et du bien-être animal avec un texte à l'Assemblée nationale qui plaçait l'animal au même rang que l'être humain. Effectivement. Et pourquoi, de mon point de vue en tout cas, du point de vue d'une philosophie humaniste en tout cas, le respect dû à l'homme doit être plus grand que du respect dû d'une part à des animaux, de mon point de vue, ou à des objets. C'est parce que l'homme, lui, a la capacité à se reprendre. C'est-à-dire que ce que je vais respecter en autrui, c'est sa capacité à se corriger. C'est-à-dire que l'autre ne se réduit pas à ce qu'il a fait, à ce qu'il a montré de lui jusqu'à aujourd'hui. Il peut sans cesse changer. La table a une neutralité absolue. Elle a une neutralité absolue, et un animal lui-même, en fait, obéit à des déterminismes, à un ADN dont il ne peut s'extraire. On n'a jamais vu, me semble-t-il, un chien prétendre se comporter comme une chauve-souris ou autre chose. Or, des humains, l'humain, lui, il peut se dénaturer. Il peut, et s'il le souhaite, on le voit bien aujourd'hui, vouloir changer de genre, etc. Il peut y avoir des crimes contre l'humanité. Et donc l'homme, il n'est pas assigné à résidence dans son humanité, et c'est ça que je dois respecter infiniment en lui. C'est passionnant. Quand même, comment faire pour trouver le juste milieu? Puisque pour en revenir à notre décivilisation et à notre entreprise, il y a des moments où on n'arrive pas à trouver le juste milieu entre je respecte uniquement parce que c'est mon supérieur hiérarchique, alors que je ne le respecte pas dans son altérité. C'est quoi la bonne distance là? La bonne distance là-dessus, effectivement, parce que vous avez raison de le dire, Arnaud, le respect, c'est avant tout une question de distance, c'est trouver la juste distance. Et lorsqu'on a trop peu de distance, du coup, voilà, les normes, grosso modo, elles ne doivent pas servir d'absolu. On l'a bien vu dans la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, des gens qui prétendent un respect absolu aux normes, ça peut conduire en tout cas à des environnements totalitaires. Donc il faut faire preuve d'esprit critique. Donc les organisations elles-mêmes, pour avoir des gens véritablement respectueux, doivent travailler à cette question de l'esprit critique, qui est une soft skill prioritaire, me semble-t-il. Qui porte le respect? Parce que ce discours philosophique, quelqu'un le porte, doit l'incarner. C'est quoi? C'est le sommet de l'entreprise? C'est l'attitude même du dirigeant? Et j'allais dire de son COMEX, quand l'entreprise est un peu plus grande? Oui, l'exemplarité du dirigeant, effectivement, est fondamentale à cet égard, en ayant bien en tête que l'exemplarité n'est pas l'impeccabilité. Il ne s'agit pas d'être, comme le dit l'étymologie d'impeccabilité, d'être sans tâche, sans péché, sans faute. Il s'agit d'être capable de reconnaître ses fautes. Et donc le respect, ça commence par le respect que l'on se doit à soi-même et aux autres, le respect à l'égard de la vérité, être capable de reconnaître ses torts. Merci Thibaut Brière d'être venu nous rendre visite. On fait une courte pause et on va se tourner vers le Cercle RH. Un grand entretien aujourd'hui avec le directeur général de Trigo. Alors c'est une marque qui n'est pas connue du grand public. Vous allez voir, c'est une pépite française et on va la découvrir juste après la pause. Le Cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui. On va plonger, vous allez voir, dans des mots qui peuvent être comme ça d'apparence, vous semblent barbares, deep learning, supply chain, et on va parler de l'entreprise Trigo. Et j'accueille son directeur général, Benoît Leblanc. Bonjour Benoît. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. On va parler emploi. Trigo, alors c'est très intéressant, pour le dire simplement, sont des entreprises qui cartonnent, et vous allez nous expliquer, plus de 10 000 salariés, vous avez du recrutement, beaucoup. Et elle n'est pas connue. C'est une marque qui n'est pas connue. Pourquoi d'abord? Parce que vous êtes en deuxième rideau. Expliquez-nous ce que fait Trigo en mots simples. Alors, pas connue parce qu'effectivement, c'est du B2B services. Donc, on est entre des entreprises et on n'est pas en contact direct avec des consommateurs. Donc, Trigo, c'est quoi? C'est un champion français, mais mondial maintenant, qui intervient sur de l'inspection et de l'analyse qualité pour les industries automobiles, aéronautiques, ferroviaires et ce qu'on appelle de manière générale heavy transportation. Donc on a des équipes qui sont déployées dans 500 sites industriels dans 26 pays. En France, Stellantis, Toyota, c'est un partenariat qui a 20 ans, il faut quand même le dire. 20 ans, Stellantis, c'est notre premier client depuis 25 ans donc, puisque c'est une société qui a été créée en 97 en France. Voilà, donc on a ces 10 000 collaborateurs qui sont dans ces 25 pays et qui peuvent intervenir à tout moment, du jour et de la nuit, sur des enjeux qualité dans des usines pour sécuriser des chaînes de montage, des approvisionnements de pièces. Voilà, donc on
on a des spécialistes, on a des gens très opérationnels, et Trigo est une société extrêmement opérationnelle. Juste un petit mot sur vous, parce que quand on prépare cette émission, on observe cette entreprise qui est donc du service au service de l'industrie et de sa qualité, on va y revenir. On se dit, forcément, il a fait Centrale. Non, votre parcours est intéressant parce que vous venez de la finance. Et puis finalement, vous, un peu comme ça, en décalé dans votre carrière, vous vous êtes plongé dans l'industrie. Et quoi, vous aviez pris goût à ce métier du service à l'industrie ? Absolument. Comme je le dis souvent, j'ai attrapé le virus. Le service à l'industrie. Alors, l'industrie, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant. Ça bouge beaucoup. Il y a des innovations technologiques. Il y a des enjeux opérationnels très forts. Il y a un peu la tyrannie du court terme tout en ayant l'innovation long terme. Et une société qui est au service de cette industrie, c'est extrêmement stimulant. Donc quand j'ai rencontré l'équipe dirigeante de Trigo à l'époque, je me suis dit, fonce, il y a un énorme projet. Vous arrivez par un fonds, puis finalement les fonds parfois s'en vont, hein, c'est un peu comme la marée, mais vous êtes resté. Moi, je suis resté. Peut-être le coquillage qui est resté dans l'entreprise. Exactement. Moi, j'ai vu un très beau projet entrepreneurial, un énorme, ce que je vais appeler terrain de jeu industriel pour développer la société en France et à l'international. Et je me suis dit, voilà, comme d'ailleurs beaucoup de collaborateurs chez Trigo, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un grand projet de croissance et quelque chose de stimulant pour moi et pour le reste de la société. Une pépite qui se développe aux États-Unis, Amérique du Nord, et il faut le redire, hein, c'est une pépite française à l'international. Pour le dire en mots simples, je suis le patron de Stellantis, je vous rencontre et je vous dis, voilà, c'est très simple, dès que j'ai ma chaîne de montage d'automobile qui s'arrête plus de 5 minutes, je perds 3 millions d'euros. C'est ça l'enjeu. C'est ça. Je synthétise, hein. Quand vous avez 1000 personnes qui travaillent sur la chaîne de montage, à ce moment-là, vous multipliez par ces 3 minutes, plus le coût de l'équipement, le coût de l'énergie. C'est ça l'enjeu, on est d'accord. C'est des coûts extrêmes. On est dans du just-in-time, il n'y a pas de stock intermédiaire, il y a assez peu de marge de sécurité, du flux très tendu. Et donc, il faut que cette très très belle mécanique, l'automobile c'est une très très belle mécanique, je ne parle pas de la voiture, mais je parle de l'industrie automobile. Dans l'industrie, ouais. Il faut éviter les grains de sable. Et nous, Trigo, on est là pour ça et on le fait très bien depuis plus de 25 ans, encore une fois, dans 25 pays. Il y a un deuxième enjeu, et on va parler de l'emploi, parce qu'il y a quand même des enjeux de recrutement, il faut avoir les meilleurs. Il faut préciser que vos collaborateurs ne sont pas dans une tour vitrée à la Défense, ils sont tous répartis sur les sites. C'est-à-dire qu'ils sont en stand-by et prêts à intervenir, on est bien d'accord. 99% de nos équipes sont dans des sites industriels. Intégrés à la vie de l'entreprise. Intégrés à la vie de l'usine, ou parfois dans des bureaux, parce qu'on a aussi des ingénieurs qui sont dans des bureaux sur des tâches plus analytiques. Mais nos équipes sont dispersées dans cette chaîne de production à travers le monde. On a évoqué plusieurs fois dans notre rubrique Smart Philo les dangers ou l'amitié qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle. Je trouve que l'industrie 4.0, parce qu'on peut l'appeler comme ça, vous accompagnez l'industrie 4.0, vous en êtes un acteur. L'intelligence artificielle, elle est partout. Quand on lit les actions menées très concrètes, on voit de l'IA, on voit du deep learning. C'est quoi le deep learning, pour le dire là aussi en mots simples, parce qu'il y a beaucoup de DRH qui nous regardent? C'est l'ordinateur qui pense par lui-même? Alors, je vais expliquer en des termes très concrets. Quand nous, historiquement, chez Trigo, on a développé des prestations d'inspection visuelle de pièces, il y a toujours un élément de jugement. Par exemple, qualifier la taille d'une rayure sur une pièce plastique qui va être dans un habitacle, il y a un élément de jugement. Et des humains savent faire ça, mais il y a un moment où, pour objectiver cet élément subjectif de l'humain, on peut apprendre à une machine à faire ces inspections et à émettre ce jugement en disant voilà, une rayure comme ça elle est bonne, une rayure comme ça elle n'est pas bonne. Et en fait, avec l'accumulation des pièces que la machine va voir, elle va apprendre, ce qui permet beaucoup de choses. Donc, accumulation de data. Donc ça permet déjà d'avoir un élément tiers et automatisé qui est, je dirais, opposable vis-à-vis de notre client, puisque c'est une machine qui a été paramétrée pour ça, qui va faire cette inspection. Est-ce que c'est en relation avec ce qu'on voit là? C'est tout à fait en relation avec ce qu'on voit là, voilà, qui est une start-up dont nous avons fait l'acquisition il y a 18 mois. C'est ça, hein. Qui s'appelle Scortex. Scortex, française aussi. Qui est française, qui fait partie d'une pépinière et qui s'est développée jusqu'à rejoindre le groupe Trigo. Là, l'outil que l'on voit, c'est cette machine qui va passer et vérifier. Voilà. Ça, c'est du contrôle qualité en quelque sorte. Donc ça, c'est du contrôle qualité. La machine on va lui dire au début, cette pièce-là que machine, tu viens de voir, elle est bonne. Celle-là n'est pas bonne. Et en fait, elle va apprendre ensuite ce qui est une pièce bonne. Et donc, ce qui est magnifique, c'est que ça fiabilise l'inspection, bien sûr. Et aussi, comme vous l'avez dit, ça donne accès à tout un tas de données qui seront automatiquement enregistrées par la machine et qui vont
en aval pouvoir être valorisés à des fins d'amélioration continue et d'éradication Donc là, pour le dire simplement, on est en bout de chaîne. C'est-à-dire que le produit est sorti, il est passé dans sa chaîne, on a mis le médicament dedans, on a vissé, et il y a une machine qui va vérifier que tout ça est prêt à être empaqueté ou mis en commercial. Sur la photo, oui, mais il y a tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure. Ça peut être en amont, ça peut être en amont à la source chez un fournisseur qui souhaite faire inspecter tout ce qu'il va expédier avant de l'expédier. Ça peut être dans une chaîne de montage sur la ligne. Pendant le processus d'assemblage, ou ça peut être effectivement en bout de chaîne pour vérifier l'intégrité d'un produit fini. Et donc, donc Scortex, j'ai lu que vous alliez d'ailleurs développer l'entreprise, vous accélérez en termes de recrutement aussi, côté Scortex. Oui, on accélère en termes de recrutement sur plusieurs fonctions, des fonctions commerciales, marketing, et aussi beaucoup des fonctions techniques pour accompagner l'implémentation des machines à travers le réseau. Passionnant. Pour basculer sur vos enjeux, parce que vous avez une équipe RH évidemment, 10 000 collaborateurs partout dans le monde, il faut avoir une belle équipe RH. Vous avez décidé, vous le directeur général de Trigo, de venir sur un plateau de télé. Vous êtes plutôt des hommes de l'ombre, vous êtes plutôt des hommes en train de réfléchir avec les directions de ces grandes entreprises. Qu'est-ce qui fait que vous dites un jour, moi je vais aller sur un plateau de télé parce que je veux qu'on parle de l'entreprise, elle est belle. C'est quoi? Il y a des enjeux de recrutement, il y a des enjeux d'attractivité. Quel est l'objectif? Alors, je pense que vous l'avez dit vous-même en introduction, Trigo n'est pas très connu, alors qu'en réalité, on a une taille importante, un nombre de collaborateurs important, un grand footprint. Donc voilà, c'est un peu contre-intuitif. Nous, la visibilité nous sert à nous promouvoir auprès de nos clients, mais aussi beaucoup, comme vous l'avez dit, auprès de potentiels collaborateurs. C'est très important pour nous d'avoir accès à du talent. Il y en a beaucoup dans ce pays, dans les autres pays qu'on couvre d'ailleurs, et il faut qu'on construise un petit peu notre notoriété pour que les gens connaissent le type de métier qu'on a à proposer, le fait que ce type de société de service B2B qui est un peu intercalé dans une chaîne complexe, en fait, offre beaucoup d'opportunités, même si ce n'est pas connu comme Google ou Facebook. En réalité, il y a des super opportunités chez nous, ça bouge, et il y a de quoi faire carrière dans un groupe comme Trigo. Benoît, c'est les mêmes métiers, parce que vous évoquez les GAFA, alors eux, connus mondialement, puisqu'on est des consommateurs de leurs produits, mais c'est les mêmes métiers que vous avez chez vous, chez Trigo? Alors, on en a. Après, nous, dans nos 10 000 collaborateurs, il y a beaucoup de métiers très opérationnels, très terrain, usine. Oui, ceux qui sont dans l'usine, c'est quel poste? C'est quel type de poste? Alors, il y a ce qui est très important chez nous, c'est toute la structure de management. En fait, c'est très opérationnel. Il faut savoir déployer des équipes importantes dans un environnement industriel qui est complexe. Donc, on a une supervision, donc des chefs d'équipe, des chefs de site, des ingénieurs industriels sur le terrain, qui sont très importants pour faire fonctionner la machine. Pour être très concret, ceux que vous déployez dans vos usines, j'ai cité Stellantis, j'ai cité Toyota, ce sont des équipes, ils ne sont pas tout seuls. La machine s'arrête, ça bloque. Les commandos, pour les citer, Trigo, interviennent. Se déploient immédiatement. Immédiatement, c'est-à-dire ouvre des ordinateurs, vérifie, essaie de comprendre d'où ça vient. Dévie un flux de pièces, commence à l'inspecter, monte une inspection qui doit être fiable, avec ensuite tout un processus de collecte de données, et parfois... Et répare, enfin je veux dire, en tout cas, résolve ou pas? Alors, on fait tout. Donc parfois on ne fait qu'inspecter, parfois on inspecte et on retouche des pièces pour les rendre compatibles avec une chaîne de montage par exemple, ou pour corriger un défaut. Donc là c'est très technique là, en l'occurrence. Voilà, là c'est très technique, c'est des métiers par exemple manuel, la carrosserie, l'électricité, l'électronique, voilà, il y a des métiers très techniques, et parfois on retouche carrément des véhicules, des sous-ensembles, on fait ce qu'on appelle en anglais du rétrofit, pour mettre un véhicule en conformité alors qu'une pièce potentiellement défectueuse a été montée dedans. Et après, il y a toute une dimension qui est plus récente chez Trigo, mais qui émerge vraiment très fort et qui est en croissance annuelle de plus de 30% là, depuis ces dernières années. C'est tous les métiers plus analytiques, donc ce qu'on appellerait des métiers col blanc, avec là des ingénieurs qui vont aller au creux du problème, faire des analyses de causes, et qui vont bien souvent... Là, c'est du prédictif, on essaie de prédire. Ça peut être... On va jusqu'au prédictif. On va jusqu'au prédictif, c'est correctif et prédictif. Ouais, c'est ça. Et ce qui est très intéressant pour les constructeurs automobiles et aéronautiques, c'est que ces gens peuvent se déployer non pas seulement chez eux, mais dans leur supply chain. Vous avez parlé de supply chain, donc un terme barbare, la chaîne d'approvisionnement. Et donc ces gens-là... Pour que le flux soit continu, il faut que ça soit approvisionné en amont. Ces gens-là se déploient en amont pour s'assurer que un fournisseur qui est nouveau et qui va fournir un Stellantis ou un Toyota,
il faut que ces processus de production soient fiables, il faut qu'ils puissent fournir les bons volumes au bon moment. Il ne faut pas qu'il y ait, encore une fois, de grains de sable dans cette belle machine. Et ça nécessite de l'analyse, de l'intervention et de l'accompagnement. Et ça, son nouveau métier, c'est quel titre si je vais sur le site Trigo? Alors, malheureusement, je ne pourrais pas être recruté, mais c'est quoi les titres Donc, on les appelle les Advanced Services. Voilà, c'est encore une fois en anglais, puisqu'on est tellement international maintenant qu'on a adopté l'anglais. Donc, au sein des Advanced Services, on a de l'audit, conseil, formation. D'accord. Niveau ingénieur. Niveau ingénieur, la plupart du temps, ou technicien très qualifié. Benoît Leblanc, quelques mots sur la décarbonation, parce que toutes les industries sont sur ce sujet. C'est-à-dire qu'elles ont à la fois des obligations, puis elles portent aussi des valeurs, et elles se disent, si on veut continuer à être là dans 30 ans, il faut qu'on réfléchisse à notre décarbonation, c'est-à-dire l'enjeu des pièces, l'eau, l'électricité. Comment vous vous situez, vous, Trigo, par rapport à ces sujets-là, et même dans le travail de conseil que vous amenez? Alors, c'est très important pour nous. Nous, ce qu'on considère chez Trigo, c'est que la qualité est un facteur d'efficience industrielle et donc d'économie. Des produits de bonne qualité vont produire moins de déchets, il y aura moins de ce qu'on appelle encore une fois en anglais de scrap, mise au rebut. Et donc tout ça, c'est un enjeu. Tout ça est une source d'économie. Oui. Le deuxième enjeu, c'est que en fait, nous, on a une infrastructure internationale, un réseau. Et donc, si un constructeur me demande déployez-vous au Mexique, en Turquie, au Maroc ou en Thaïlande, nous avons déjà des équipes d'ingénieurs dans ces pays-là qui ne vont pas avoir besoin de prendre l'avion pour y aller et qui vont pouvoir intervenir tout de suite en économisant beaucoup d'inefficience. Puis de kérosène aussi au passage. Et de kérosène pour nos clients. Donc on pense... Nous, on est une société de service, comme vous l'avez dit, nos équipes sont déployées chez des clients. Donc, sur nous-mêmes, on a quelques économies à faire, mais le gros des économies... C'est côté entreprise. CO2, c'est du côté de nos clients qu'on peut les générer. Juste un mot, là, il y a eu le débat sur l'industrialisation ou la réindustrialisation. Quel regard vous portez, vous qui êtes finalement en intermédiaire, en intermédiation presque avec les industriels? Vous dites, il y a de la place en France pour l'industrie ou pas? Il y a absolument de la place en France pour l'industrie. Il y a déjà de l'industrie en France. La France n'a pas été complètement désindustrialisée. On a quand même, je le rappelle, Stellantis, qui est l'un des leaders mondiaux du marché de l'automobile. Qui a fait de très bons résultats. Qui a fait de très bons résultats. Il y a aussi Airbus, qui est une société européenne, mais avec un assez grand ancrage. C'est un de vos clients aussi, Airbus. C'est un de nos clients principaux. Voilà, comme j'ai dit, on est très actifs sur le marché aéronautique. Et il y en a beaucoup d'autres. Le seul site... alors pas le seul, mais l'un des rares sites européens de Toyota est en France, à Onin, dans le nord de la France. Dans le nord. Voilà, donc on n'a pas à rougir de notre appareil industriel. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des nouveaux projets. Voilà, il y a... là récemment, on était en contact avec une nouvelle société qui va construire une gigafactory de batteries dans le nord de la France. En joint venture avec la Chine, me semble-t-il, non? Exactement. Il y a plusieurs initiatives sur lesquelles nous, on est positionnés et qui vont dans le sens d'une réindustrialisation du pays. Vous imaginiez, quand vous étiez à Berkeley, aux États-Unis, que vous alliez un jour diriger une entreprise de services industriels? Non, absolument pas. C'est vrai que vu de Berkeley, qui est donc dans la Silicon Valley, on pense plutôt software et nouvelles technologies. Moi-même, comme vous l'avez dit, j'étais plutôt orienté sur la finance. Après, encore une fois, ces enjeux industriels des secteurs qu'on couvre sont, à mon avis, de quoi on parle? On parle de la mobilité des gens et de le faire d'une manière et de la qualité. Et de la qualité pour construire ces 1500, je ne me suis pas trompé, 1500 embauches en 2023 dans votre plan stratégique, c'est bien ce qui est fixé, on est bien d'accord? C'est ça, à peu près. À peu près. Vous en êtes où là dans le plan de recrutement avant de nous quitter? Alors là, pour ceux qui voudraient aller cliquer sur votre onglet recrutement. Écoutez, on est pile à nos prévisions de croissance, donc on doit être à 40% de nos prévisions d'embauche. Donc combien de postes à pourvoir là dans le monde, puisqu'en fait on regarde le monde là? Alors le monde, là, jusqu'à la fin de l'année, je pense qu'il y a 6 ou 700 postes à pourvoir encore. Donc il faut aller sur le site Trigo. Donc il faut aller sur le site Trigo, vous y trouverez tout ce qu'il vous faut. Merci Benoît Leblanc de nous avoir éclairé sur tous ces sujets, alors qui sont gérés en deuxième rideau. Nous, consommateurs, ne sommes pas, mais nous sommes évidemment impactés indirectement par l'action que vous menez dans tous les sites industriels dans lesquels Trigo est présent, en France et dans le monde, il faut le préciser. Voilà, et tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité.
Fenêtre sur l'emploi pour parler du management, mais aussi de l'expertise. Vous allez tout comprendre avec Clara Leparquier. Bonjour Clara. Bonjour Arnaud. Vous êtes CEO de MTH Coaching avec une question alors qu'on a soulevée à plusieurs reprises dans des débats, dans nos émissions, c'est comment un expert qui porte des compétences devient un manager. C'est pas si simple. C'est pas si simple et ça ne devrait pas être automatique à partir du moment où l'expert est connu, reconnu. Donc déjà, un bon expert, c'est quelqu'un qui est valorisé et qui est légitime pour son expertise, principalement ses savoir-faire et ses compétences techniques. Alors, on peut distinguer deux types d'experts. L'expert qui est un expert fonction support et qu'on va retrouver dans n'importe quel type d'entreprise, je pense au département finance, juridique par exemple, et puis des experts qui sont parfois au cœur du métier d'une entreprise, comme des devs IT chez Ubisoft, des consultants très aguerris dans un cabinet de conseil. Et la question, c'est que fait-on de ces experts pour les faire progresser, pour les faire évoluer? Est-ce que le management est la seule voie? Parce qu'il y a une double problématique. Il y a à la fois l'expertise, parce que beaucoup de gens réclament des managers métiers, qui connaissent leur métier. Et en même temps, comme dirait l'autre, on a parfois des experts très compétents, mais qui ne savent pas manager. Ben c'est ça, en fait, ce sont des compétences qui sont très différentes. Alors, l'intérêt de nommer un expert manager, c'est qu'il va parler le même langage que son équipe. Et puis, certains ont quand même les bonnes compétences par ailleurs pour être manager. Mais c'est loin d'être le cas de tous, parce que là, on va plutôt aller chercher du savoir-être, des compétences comportementales. Bien sûr. Donc, c'est pas la même chose. Et puis, on peut être très bon individuellement, performer individuellement. C'est pas non plus la même chose que d'amener son équipe vers le succès. Donc, ça veut dire que vous nous dites là qu'il faut être prudent. C'est-à-dire qu'un expert ne fait pas forcément un bon manager et donc l'entreprise doit quoi? Ausculter, analyser l'attitude de cet expert. Comment on fait pour le coup, pour être sûr de ne pas se tromper? En fait, il faut anticiper le plus possible et se poser la question, pourquoi est-ce que ce serait lui? Quels sont ses points forts pour devenir manager? Quels sont ses points de progrès? C'est OK qu'il ait des points de progrès, mais en avoir conscience pour savoir comment on le prépare. Donc déjà en amont, avant même de le nommer, l'accompagner. Et le plus tôt on va dans l'entreprise aller sur les compétences comportementales de tout le monde finalement, qu'on soit ou non manager, moins on prend de risques. Et ensuite, c'est aussi aller questionner la personne sur sa réelle envie, sa motivation. Et qu'est-ce qui ferait qu'il serait un bon manager? À quoi est-ce qu'il est prêt à renoncer? Et ce qui est souvent important aussi, et qu'oublient parfois de faire les entreprises, c'est de clarifier auprès de la personne concernée qu'est-ce qui sera attendu de lui. Qu'est-ce qu'on attend de sa posture, de son rôle. Lui, il pense qu'on le choisit parce qu'il est l'expert d'un domaine. C'est ça. Mais si on ne clarifie pas sa mission, il est perdu, ce manager. Il est perdu. Il peut être très frustré aussi parce que comme manager, c'est un vrai métier, que ça prend du temps. Et parfois, ils ne sont pas forcément prêts à renoncer à faire moins d'opérationnel. Clairement. Et donc, on va avoir trois types de managers dans ces cas-là. On va avoir celui pour qui ça roule et qui comprend et qui accepte. Il y a celui qui comprend, qui essaye de jouer le jeu, mais qui le vit extrêmement mal, et donc qui n'est pas bien dans son poste. Et puis, il y a celui qui fait comme si cette casquette managériale n'existait pas, et puis il la délaisse. Plutôt de délaisser l'équipe. Voilà, et donc, vous avez des collaborateurs qui, dans les entretiens annuels RH, vous disent, mais attendez, mon manager, je ne le vois pas, quoi. C'est ça. Il n'est pas là. Ils se plaignent. Ils se plaignent. C'est ça, en fait, la réalité. C'est que la compétence n'est pas contestée. En revanche, sa capacité à même échanger, elle ne se fait plus, quoi. Ou elle ne se fait pas du tout. C'est ça. Et après, les risques, ils sont nombreux, en fait. Et ils sont à tous les niveaux. Ils sont en cascade. Évidemment, ils concernent d'abord le nouveau manager, qui peut être donc démotivé, désengagé, frustré, stressé aussi. Et puis, c'est parfois un aveu entre guillemets d'incompétence, alors que c'est des personnes qui ont toujours été reconnues pour être compétentes. Donc elles-mêmes se mettent en danger dans leur processus de carrière. Dans leur processus de carrière, puis elles le vivent mal. Après, il y a ensuite l'équipe, donc qui peut elle aussi du coup se désengager. Il y a une baisse d'efficacité individuelle et collective, et puis pour l'entreprise, c'est risque de turn-out, de perte de compétences. Juliette Funès disait... Turnover, pardon. De turnover. Juliette Funès, la philosophe spécialiste du monde du travail, évoquait justement ce sujet de l'expert, et elle disait c'est une récompense en France, alors que ça devrait d'abord être une compétence. Exactement. Aujourd'hui, c'est vécu comme une récompense, et en fait, les entreprises devraient plutôt se poser la question des autres voies possibles, parce qu'il y a plein d'autres évolutions possibles. Alors déjà, valoriser des filières d'expertise, et de plus en plus de boîtes, notamment IT, le font. Ça peut être aussi de proposer des missions transverses, des projets. Et l'entreprise devrait se poser la question de façon plus générale, surtout quand son cœur de métier est assez technique. Technique, oui, bien sûr. Et de se dire, mais quelle est la culture managériale qu'on a envie de mettre en place? Parce que souvent, en fait,
au plus haut de la hiérarchie, il y a des problèmes. Les managers des managers dits experts sont souvent eux-mêmes, du coup, des experts qui eux-mêmes rencontrent des difficultés, voilà, et qui se coupent gagneraient petit à petit de l'entreprise. Comment on le sécurise avant de nous quitter, Clara? Comment on sécurise L'entreprise dit, nous, on croit en lui, mais il faut le sécuriser. Comment on sécurise un expert et comment, j'allais dire, on l'accompagne pour devenir un vrai manager? En fait, on l'accompagne donc déjà en amont, même avant qu'il soit manager, en développant ses compétences. Et puis, on l'accompagne pendant. Ça peut être de la formation, ça peut être du coaching personnalisé, de l'échange de pratiques entre pairs. Et plus on agit de façon globale et au plus haut de la hiérarchie, plus on a de chances que ça se répercute à tous les niveaux de l'entreprise. Et comme le souffle Nicolas Juchat à l'oreillette, cette question, évidemment, qui nous traverse, c'est la personne dit « non, je ne veux pas être manager ». Et on l'a aujourd'hui de plus en plus des personnes dont on se dit, lui, il pourrait... Non, il ne veut pas. Il ne veut pas être manager. Il veut rester dans son domaine. Comment on fait? C'est OK. Et il faut l'accepter et se dire, au moins, cette personne sait ce qu'elle veut et lui demander dans quoi est-ce que tu t'épanouirais, quelle pourrait être ta prochaine évolution et co-construire avec lui son évolution de parcours et laisser la place à des personnes qui ont envie et qui ont les compétences. Donc ça pose un vrai débat et la question sous-jacente à ce que vous soulevez, c'est de se dire finalement, est-ce que le manager doit être aussi ferré que ça techniquement, puisqu'on lui demande quand même d'être dans les soft skills, dans l'animation, dans la distribution des tâches, dans l'animation même. Est-ce qu'il a besoin d'être aussi fort techniquement? Alors ma conviction, c'est que pas du tout. C'est ça. Même absolument pas ce qu'on attend de lui. Et c'est ça, en fait, le virage culturel que doivent prendre certains dirigeants et certains managers. De mettre que des experts. Ça. Ouais. Voilà. Accepter aussi de prendre des gens qui sont plus dans la dynamique, dans l'animation du groupe, et de laisser les experts du service gérer et piloter. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et puis, bien sûr, accepter aussi qu'il y a peut-être des experts qui vont s'épanouir dans ce rôle-là et qui vont y arriver. Et eux, bien sûr, les accompagner, les porter, leur donner les moyens de réussir. Il y a une question de « je donne les moyens à mes collaborateurs d'y arriver ». Alors, parfois, on intervient un peu tard parce que le mal est déjà fait, mais j'ai souvent envie de dire il n'est jamais trop tard. Mais il faut aussi savoir accepter qu'on s'est peut-être trompé, qu'il y a peut-être eu une erreur de casting. Et là aussi, c'est OK. Ou de personnalité. On revalorise la personne et on essaye de se poser la question où est-ce qu'elle a le plus de valeur dans l'entreprise et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Merci Clara Leparquet de nous avoir éclairé sur un sujet fondamental. C'est souvent une complexité pour une entreprise de savoir où est-ce qu'on met l'expert ou la compétence. Merci Clara, CEO de MTH Coaching. Merci de nous avoir rendu visite. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Merci à Raphaël à la réalisation. Merci à Saïd au son. Et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et ses belles questions dans mon oreille. Et merci à Alexis, évidemment. Je vous dis à demain. Bye bye.